Fait que ça commence par son nom. Fait que moi, je vais te poser des questions, puis toi, tu vas nous répondre à tout ça. Ah ouais? Ok, c'est bon. Tu peux dire là, qu'on amène la forêt. Eux. Ok. Parce qu'on ne peut pas les amener dans la forêt. OK. Tu l'as dit un petit peu, là. C'est pas fort. Je m'attends. Je vais le dire plus fort. OK. Et on commence? OK, bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours de fondement de la foresterie, le plus important dans les laboratoires, c'est d'être capable de réaliser la démarche sylvicole. La démarche sylvicole va partir d'une mesure qu'on va prendre dans le peuplement, faire l'inventaire forestier, pour nous amener vers un diagnostic. Ça, c'est l'identification des problèmes, en gros. Qu'est-ce qui nous sépare de nos objectifs de production? C'est le diagnostic sylvicole, pour finalement en arriver à une prescription sylvicole. On va prescrire une intervention en forêt. Normalement, évidemment, on veut vous amener en forêt pour être capable de vivre l'expérience de faire tout ça. Mais là, cette année, on ne peut pas faire ça, ou en tout cas, ça serait difficile. Donc, au lieu de vous amener en forêt, on amène la forêt vers vous. C'est beau. Okay. Mais en fait, on va vous demander aussi, là, le travaux pratique 2, c'est ça aussi, c'est eux quand même qui retournent en forêt, puis qui nous font l'équivalent d'un diagnostic aussi. C'est ça. Donc, il va y avoir un exercice sur Flipgrid que vous allez pouvoir voir. On va vous donner toutes les instructions en temps et lieu. Pour l'instant, ici, donc, on va vous donner un exemple qui se rapproche plus du laboratoire 2, donc dans lequel vous avez des données avec une fiche synthèse d'un peuplement forestier. Et puis là, on va faire la démarche avec vous. Donc, ce que vous avez à faire, on est dans un autre peuplement forestier. Et puis là, Guillaume, donc, on va passer à travers des éléments de la fiche synthèse. Donc ici, pour l'appellation du peuplement, comment tu appellerais ça? Bien ici, vous pouvez le voir, en fait, là, même à la maison, il y a de l'érable à sucre autour de nous. Hein, il y en a un beau derrière. En fait, le peuplement est dominé par l'érable à sucre. Et il y a aussi beaucoup de jeunes tiges de bouleau jaune, comme j'ai derrière moi. Il y en a plusieurs d'ailleurs, là, juste ici, on en a 5-6. Bref, c'est un érablière à bouleau jaune. OK, donc au stade de développement, on est au stade de la futaie parce qu'on a des arbres très très hauts de plus de 20 mètres. Mais Guillaume, quelle serait la structure de notre peuplement ici? Ici, on a une structure inéquilienne, hein? C'est comme je l'ai présenté en classe. Si on prenait là, vraiment là, le nombre d'arbres en fonction de leur DHP, alors leur diamètre à hauteur de poitrine, mais on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de petites tiges et que plus on va dans les grosses tiges, en fait, ça descend en suivant là, une courbe en J inversée. Alors, on est vraiment dans un peuplement inéquilien. Donc, il y a un peu de gros arbres et beaucoup de plus petits comme ça. De plus petits arbres. Ce qui est normal parce que plus ils sont petits, moins ils prennent de place. Ça fait qu'ils peuvent rentrer plus dans le même espace, tout simplement. Si on regarde les mesures dendrométriques, donc on a mesuré la hauteur des arbres, était de combien ici, des arbres dominants? Ici, c'était 22,8. 22,8, ouais. Comme exactement le même exemple que sur la fiche synthèse que j'ai devant moi. Les mesures dendrométriques, le pourcentage de couverture. Donc, si on regardait là, le stade perchi, puis on essayait de s'imaginer, évidemment, là, il y a des feuilles qui ont tombé, mais si on essayait de s'imaginer le pourcentage de lumière qui va réussir à pénétrer la canopée en dessous du stade perchi, tu dirais que c'est combien? C'est pas beaucoup quand même, là. Ça serait très fermé. Là. Je dirais qu'il y a moins de 20% de la lumière là, qui se rend jusqu'au sol. Donc, il y aurait 80% du stade futaie qui serait en couverture foliaire, finalement, là, de feuilles. La canopée laisse passer seulement 20%. Et au stade perchi, là, on descendrait, donc le stade perchi, c'est le stade un petit peu plus bas. On irait ajouter combien environ? Un autre 10% peut-être? Environ, oui. Ouais. Donc, pour les pourcentages de couverture, c'est quelque chose qu'on va estimer à l'œil. Le pourcentage de répartition des espèces, donc ici, en proportion, pas du nombre de tiges cette fois, mais de la surface terrière. Ça va être combien pour nos différentes espèces? Bien, on a 65% d'érable à sucre. Puis le reste, c'est principalement là, du bouleau jaune. Il y a un peu d'érable rouge, mais c'est très faible. Puis il n'y a pas vraiment de hêtre non plus. Donc, d'accord, merci.
La densité de tiges à l'hectare, ça serait combien? On a combien de tiges à l'hectare? Je pense que c'est 520 tiges à l'hectare. 520 tiges à l'hectare. Ouais. Et, Ce qui est une densité... ben, en fait, dans les forêts feuillues, c'est difficile à dire tout le temps ça. parce que vous avez un mélange de grosses et de petites tiges. On va se rapprocher des éléments de densité. On va le regarder plutôt par strate, ces éléments de densité-là. Fait que j'y reviens tantôt. Notre surface terrière, donc la surface terrière ici. D'ailleurs, peut-être peux-tu nous expliquer en fait c'est quoi la surface terrière? Oui, je l'ai expliqué en classe, mais la surface terrière, c'est ça, c'est une mesure, c'est un peu spécial, mais en fait ici, je peux l'expliquer avec mon arbre qui est à côté de moi, là. Finalement, la surface terrière, c'est se dire, les arbres du peuplement, si je coupais mon arbre et je regardais justement à 1,30 m et je regardais la surface de mon arbre vraiment, ça donnerait combien de surface en mètres carrés à l'hectare? Alors, ça a l'air niaiseux, mais on l'utilise énormément en foresterie. Ici, la surface terrière, c'est 28 mètres carrés à l'hectare, qui est une très bonne surface terrière. C'est assez élevé. Oui, exactement. En forêt feuillue, on peut dire qu'en bas de 20, c'est assez faible comme surface terrière pour une forêt au même stade qu'ici. Puis en haut de 26, on commence à avoir une surface terrière vraiment très intéressante, là. Parfait. Notre nombre de chicots ici à l'hectare, combien de chicots à l'hectare on avait? Donc ça, c'est les arbres morts. On n'en voit pas beaucoup là autour. Il y en avait un derrière là-bas. Oui, il y en a un ici aussi, donc c'est pas si pire quand même. Mais dans la placette, je pense ça donnait 25 chicots par hectare. Ouais. Pour la régénération, donc en termes d'abondance, est-ce que la régénération est très, très abondante? Non, justement. En fait, la régénération là, au sol est assez faible. Il n'y a pas beaucoup de semis. Donc là, je parle vraiment de la régénération en bas de 30 cm et en haut de 30 cm. Là, dans les deux cas, il n'y en a pas beaucoup. On est très, très loin là, d'avoir une régénération là, assurée et qui est à son plein potentiel. Il n'y a pas beaucoup de semis. Je me rappelle plus c'est combien exactement le chiffre qu'on a mesuré. Mais... On était aux environs de 15 000. Ouais, 15 000 semis à l'hectare. Ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est là où on va voir le coefficient de distribution. Le coefficient de distribution, c'est qu'on a fait des petites placettes d'1 mètre 13 de rayon par terre. Et c'est le pourcentage dans lequel on a retrouvé au moins un érable à sucre ou une autre espèce là, comme le bouleau jaune. Et là, c'était seulement de 60 %. Donc, il y avait 40 % de nos placettes qu'on a réalisées qui n'avaient pas de régénération, donc il n'y avait rien. Donc, ça montre que c'est pas bien réparti. Il y a peut-être des endroits où il y en a beaucoup, mais c'est pas bien réparti. Pour dire que la régénération serait vraiment assurée, là, on pourrait facilement atteindre le double. Là. Ben oui, c'est ça. Donc, au moins à 30 000, là, puis il y a un coefficient de distribution au-dessus de 80 %. Là, on dit, si on fait une perturbation sévère, on est assuré, ou même que c'est mineur, on est assuré qu'il y a quelque chose qui va s'établir. C'est-à-dire qu'il y a déjà une régénération qui est déjà établie, puis qu'elle devrait pousser, puis qu'on devrait assurer le succès de régénération du peuplement. Finalement, je vais juste te demander au niveau vigueur-qualité, donc sans rentrer trop dans les détails des classes, peut-être nous mettre les arbres vigoureux qui seraient les classes C et A de la classification MSCR ensemble, et puis les arbres A et B pour la qualité. Donc, quel pourcentage va être vigoureux selon cette définition-là et quel pourcentage va être de qualité selon cette définition-là? En fait, on a vraiment là, une forêt qui est justement vigoureuse et de qualité. Alors, on a 80 % là, de nos arbres à peu près qui sont vigoureux et à peu près le même pourcentage là, qui sont de qualité. Par contre, c'est ça, on retrouve vraiment les arbres qui sont vigoureux et de qualité, c'est les arbres qui sont les plus petites tiges. Alors, les tiges qui sont comme ça derrière moi. Évidemment, là, par qualité, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est des tiges d'avenir. Et c'est ça. Par contre, on voit qu'ils n'ont pas de défaut, un fût bien droit. Pas de pourriture, pas de champignons, pas de chancre. Et donc, ça, c'est des tiges qu'on va considérer de qualité. Exactement. Puis, sinon, les tiges qui sont ni vigoureuses et qui n'ont pas une belle qualité, c'est les grosses tiges. Alors, c'est les arbres qui sont gros, qui sont là depuis longtemps, qui, justement, sont en perte de vigueur et qui ont développé beaucoup de défauts, là, finalement, comme des chancres, comme des sporophores, qui affectent leur vigueur et leur qualité. Donc ça, c'était la synthèse du peuplement. Okay? Donc on a pris des mesures, on s'appuie sur des vraies données, et puis là, à partir de ça, on est capable de commencer à prendre notre diagnostic, à réaliser notre diagnostic. Donc,
Ce qu'on vient de réaliser, c'est la première étape dans le laboratoire 2, c'est la synthèse du peuplement. Ensuite de ça, bien évidemment, pour faire un diagnostic, il faut aussi avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut produire dans cette forêt-là, quelle est notre fonction puis notre objectif. Donc, ici, la fonction puis l'objectif de production. Donc ici, là, si tu avais à nous dire quelle serait notre fonction et notre objectif de production qu'on a retenu pour ce peuplement-là? En fait, c'est ça, la fonction, ça serait de la production de bois, puis l'objectif, ça serait justement de la production de bois de haute valeur. Alors, d'essence feuillue à haute valeur, c'est vraiment là, on veut optimiser la valeur dans nos arbres. OK. Dans le cours, là, on vous fait faire une nuance entre la fonction qui serait un petit peu plus, une notion plus générale, l'objectif de production ici, la haute valeur, on pourrait dire, de produire tant de volume de sciage, par exemple, et de bois, donc de sciage là, qui va être utilisé pour faire des produits de haute qualité, ou de bois de déroulage qui va être là, c'est des panneaux finalement là, qui vont pouvoir être pelés sur les billes. Donc, c'est les plus hautes valeurs finalement qu'on peut retrouver là, en forêt feuillue. Exactement. Donc, ça, c'est notre objectif ici. Oui, exact. Donc, on vise à avoir des bouleaux jaunes et des érables à sucre qui n'ont pas beaucoup de défauts, qui ont un bon diamètre, qui ont vraiment une belle tige qui monte haut et que justement, là, qui sont des arbres parfaits pour faire beaucoup de valeur en allant chercher des planches et c'est ça, des produits. Un autre exemple, si on avait une fonction et un objectif complètement différent dans une érablière comme ça, le grand classique, ça pourrait être acériculture. La sériculture. Donc, on aurait pu choisir de faire des interventions, en fait, de faire un diagnostic en lien avec un objectif qui touche beaucoup plus la production de sirop que la production de planches. Mais ça, c'est un choix qu'on va faire. Maintenant, donc ça, c'est notre objectif. Après ça, il faut aller au constat et à l'analyse. C'est le diagnostic lui-même. Donc, le diagnostic, dans vos notes de cours, si vous allez dans le module 8, vous allez voir qu'on présente 5 questions à répondre pour être capable de faire un bon diagnostic. Puis là, je vais te les poser, Guillaume. Là. Donc, la première question, est-ce que tu as le plein boisement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le plein boisement, puis est-ce que tu l'as? Le plein boisement, en fait, c'est la régénération. Est-ce qu'on a tout ce qu'on veut en termes de régénération pour s'assurer là, que justement, il va y avoir un peuplement qui va suivre après notre intervention et que ce soit une régénération d'espèces désirées. Autant pour par régénération, je rentre autant les semis justement en bas de 30 cm, en haut de 30 cm que les gaules. Qui d'ailleurs ici on n'a pas beaucoup de gaules et on manque justement de régénération. Nous donnons une gaule, qu'est-ce que ça a l'air là en arrière de toi, tu en as une. Donc une gaule, là, c'est un arbre qui va avoir entre qui a un diamètre à hauteur de poitrine, donc entre 1 cm et 9 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Donc ce sont des arbres qui sont petits, qui sont l'avenir de notre peuplement, mais qui ne sont pas de dimension marchande, mais qui sont en même temps beaucoup plus grands que les semis là, qu'on va retrouver au sol. Exact. C'est comme je t'expliquais en classe, là, clairement on ne peut pas espérer faire beaucoup de produits puis de créer beaucoup de richesses avec un arbre de cette taille-là. C'est pour ça que c'est des arbres qui sont considérés comme étant pas marchands. C'est des arbres qui sont des gaules. Et c'est pour ça qu'on sépare les arbres qui sont marchands, comme celui-ci derrière moi, et les arbres qui ne sont pas marchands, alors qui n'ont pas encore atteint le diamètre. Donc, est-ce qu'on avait le plein boisement ou pas, excuse-moi? Non. Donc, on ne l'a pas. Est-ce que nos arbres d'avenir, là, on va être obligé de définir arbres d'avenir aussi, mais est-ce qu'ils sont libres de croître? Par arbre d'avenir, ce qu'on veut dire, c'est justement là, par rapport à notre fonction, nous, on veut justement du bois de haute valeur, on veut de la planche, ces choses-là. On a besoin d'érables à sucre, on a besoin de bouleaux jaunes. Hein? C'est les arbres qui rapportent le plus, qui sont le plus en demande sur le marché présentement. Alors, par arbre d'avenir, ça veut dire des arbres qui sont justement, ça le dit un peu dans le mot, mais c'est des arbres qui sont en lien avec les espèces qu'on désire et qui ont un bon potentiel d'être des belles tiges dans l'avenir. Alors, c'est nos arbres, un peu comme je le disais en classe, c'est nos arbres chouchous. C'est ceux-là qu'on les regarde et on se dit « Wow, elle est vraiment belle ». C'est elle que je mets mon effort là, pour favoriser cette tige-là parce que je sais que dans l'avenir, c'est elle qui va me donner là, ce que je veux. Puis donc, qui va me donner plein de produits à valeur ajoutée, là, un beau boulot jaune bien droit en santé. Alors, c'est ça un peu nos tiges d'avenir. Est-ce que mes tiges d'avenir ici sont libres de croître? Je dirais non. Surface extérieure de 28, c'est élevé. Alors, il y a beaucoup de tiges. Ouais, c'est pas évident nécessairement, mais dans le haut de la canopée, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de petites tiges qui rentrent beaucoup en compétition
l'une envers les autres, puis ils sont bloqués par les plus grosses tiges qui sont au stade futé, c'est ça? Oui, exactement. Puis ici, j'ai un bel exemple là, derrière moi. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 tiges là, super rapprochées. Même je pourrais rentrer l'érable là, 9. Tiges 9 sur quelques mètres seulement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas de place pour avoir 9 arbres de 50 à 60 cm de diamètre dans le peuplement. On n'a pas les ressources, ni dans le sol, ni avec la lumière. Alors, il faut, à un moment donné, choisir justement nos tiges là, chouchou, qu'on se dit « Wow, elle, là, elle a l'air d'être bien partie, elle a une belle cime, c'est une belle tige droite, elle a l'air super vigoureuse, alors c'est elle que je vais dégager et c'est elle que je vais favoriser par une intervention. » Donc, ce qui est intéressant de ce que tu nous dis, Guillaume, c'est que tu es à un moment précis dans le temps, mais le métier d'ingénieur forestier qui va t'amener à faire des prescriptions sylvicoles, c'en est un où on se projette tout le temps dans l'avenir. Donc ça, c'est assez quand même intéressant. Donc on se soucie toujours, évidemment, de l'approvisionnement d'une usine maintenant, mais aussi de la qualité de la forêt dans le futur. Donc on a passé 2 questions. On a dit, est-ce qu'on a le plein boisement? On a dit non. Est-ce que nos arbres d'avenir sont libres de croître? On a dit non. Non encore. Troisièmement, est-ce que tes arbres d'avenir te mènent vers l'objectif de production? Ça oui, par contre. Ça oui, parce que mes arbres d'avenir, justement, c'est du bouleau jaune puis c'est des érables à sucre qui sont et vigoureux et de qualité. Comme on l'a dit, notre vigueur et notre qualité dans le peuplement, c'est les jeunes tiges qui l'ont. Alors, ces arbres-là d'avenir là, sont prêts. Là. Comment je pourrais dire ça? Ça concorde bien avec notre objectif. Donc, ça va dans le bon sens. Excellent. Ouais. Et puis, si on va à la 4e question, est-ce que la densité du peuplement est adéquate? Ça va un peu avec les questions qu'on a posées précédemment, mais est-ce que tu dirais que la densité générale du peuplement est adéquate? Bien, présentement, c'est ça. La densité est un petit peu trop élevée. Puis les signes de ça, c'est? Bien, c'est vraiment avec... une bonne façon de voir ça, c'est dans la cime des arbres, à quel point il y a de la compétition, à quel point les cimes, il y en a qui se font opprimer par d'autres. Alors, c'est vraiment une question de lumière. Hein? On s'est demandé tout à l'heure à quel point il y avait de la lumière qui rentrait dans le peuplement. On s'est dit qu'il y a à peu près uniquement 20 % de la lumière qui rentre dans le peuplement. Et aussi, c'est ça, il y a la densité, les arbres, il y en a beaucoup. Et évidemment, vous vous doutez que tous ces arbres-là, il n'y a pas de la place pour que tous ces arbres-là deviennent de gros arbres matures. Et une bonne façon de le voir aussi, c'est vraiment dans la cime. Les cimes se font beaucoup compétition et on commence à avoir de la certaine mortalité en cime là, sur des arbres qui, justement, semblent être plus opprimés. OK, bien super. Donc, d'ailleurs, c'est ça. S'il y avait beaucoup de pénétration de lumière dans la canopée, en fait, on ne serait pas capable de voir aussi loin là, dans le peuplement. On voit très, très loin. On voit que s'il y avait une densité de peuplement plus faible, il y aurait sûrement une régénération là, qui viendrait s'installer, se développer puis croître. Puis là, ce n'est pas le cas parce que l'étage dominant est probablement trop serré. C'est sûr, puis là, c'est trompeur. Aujourd'hui, là, il a l'air d'avoir beaucoup de lumière, mais c'est parce que... Parce que les feuilles ont tombé pas mal. Les feuilles ont tombé pas mal. Si on était venu il y a 2 mois, ça serait complètement différent, ça serait beaucoup plus sombre. Finalement, une 5e question qu'on va se poser dans un diagnostic sylvicole, surtout quand on commence à faire nos diagnostics sylvicoles, mais qui est quand même très, très importante, puis fondamentalement importante, c'est est-ce qu'il y a urgence de récolte ici? Urgence de récolte, je ne crois pas. Parce que quand même, les arbres, nos tiges d'avenir, bon, ils peuvent continuer à croître encore quelques années. Par contre, ça nuirait vraiment pas de venir faire une récolte ici, là, considérant que c'est très dense, qu'il y a une bonne surface terrière, que notre objectif aussi, en lien avec notre objectif, c'est une bonne idée de venir faire une intervention parce qu'on veut favoriser des arbres pour qu'eux aient une croissance en diamètre, une croissance radiale, pour justement, c'est ça qui amène beaucoup, beaucoup de valeur là, au produit puis qui augmente beaucoup le nombre de produits qu'on peut faire avec un arbre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une urgence aujourd'hui, demain, il faut rentrer? Non. Ça peut entendre encore quelques années, mais si on veut si on veut être là, si on veut en fait s'assurer que notre objectif finalement fonctionne, bien, il faudrait quand même prévoir une coupe là, dans les 5 à 10 prochaines années là, maximum. OK. Et puis donc, si on faisait un résumé là, pour dire c'est quoi un diagnostic, finalement, c'est l'identification d'un problème. On veut essayer de voir qu'est-ce qui nous
sépare finalement de notre objectif. Puis donc ici, là, si tu avais à nous dire c'est quoi le problème, puis à le résumer en une phrase, tu dirais? Mais ici, on l'a dit de deux manières. En fait, il n'y a pas beaucoup de régénération, hein. Alors, c'est ça, il n'y a pas assez de régénération pour pouvoir dire qu'à long terme, on le sait que ça va revenir avec nos essences désirées, qui sont l'érable à sucre et le bouleau jaune. Et le peuplement est trop dense, nos tiges d'avenir ne sont pas libres de croître. Alors, en sorte qu'ils ne peuvent pas s'épanouir puis grandir en diamètre, finalement. Exact. Ils n'ont pas de place pour leur cime. Hein? Puis encore une fois, tout est dans la cime pour les arbres. C'est là leur potentiel photosynthétique. S'ils n'ont pas de place pour grandir leur cime, mais ils n'auront pas l'énergie qu'il faut pour justement faire de la croissance en diamètre, pour s'implanter dans le peuplement et ils vont être moins vigoureux, beaucoup plus vulnérables à développer justement tout plein de défauts qui vont nuire et à leur qualité et à leur vigueur. Alors c'est un cycle, hein, c'est une roue qui t'amène finalement à dépérir, à développer des défauts et à mourir. Alors de venir dégager les arbres, ça va leur permettre d'avoir une plus grosse cime, de faire plus de photosynthèse, d'avoir plus d'énergie, plus de réserves, créer un meilleur réseau racinaire, aller chercher plus de réserves aussi, puis de nutriments dans le sol, et là, pouvoir vraiment faire une belle croissance radiale et vraiment s'implanter dans le peuplement et vivre de longues années à prospérer en tant qu'arbre. C'est donc bien beau, ça. Bien, là, on voit très bien que la prochaine étape logique à ça, ça va être de commencer à entrer dans la prescription, de prescrire une intervention. Mais on ne souhaite pas le faire tout de suite. En fait, on veut mettre les choses bien en ordre, vous amener à être capable de construire un bon diagnostic de l'état de votre forêt. Et par la suite, dans le laboratoire 3, on verra comment faire la prescription elle-même. Mais pour l'instant, je te dirais, on devrait peut-être aller voir une forêt résineuse pour faire un peu le même exercice. Oui, exactement. Très bonne idée. Allons-y. Allons-y. OK, donc ici, on est dans une forêt résineuse et puis ce qu'on veut faire finalement, c'est de reprendre le processus qu'on a pris pour faire notre diagnostic sylvicole, mais l'appliquer cette fois-ci à une forêt résineuse. Comme les étudiants sont déjà bons, Guillaume, on n'ira pas dans le fin détail, mais parle-nous d'abord de ta fonction puis de ton objectif de production. Oui, la fonction ici, ça va être la production de bois. L'objectif, c'est d'alimenter nos usines là, avec du bois de sciage. Alors, encore une fois, de produire du bois de grande valeur, là, qui est finalement, somme toute, souvent l'objectif qui revient là, quand on fait de la foresterie. Hein, le but, c'est de créer de la richesse. Alors, on essaie d'optimiser le plus possible les peuplements pour avoir des produits avec le plus de valeur. C'est ça. Donc, c'est certain que la production de planches, dans ce cas-là, est une des raisons principales pour lesquelles on aménage nos forêts résineuses. C'est une réalité. Les coproduits vont être valorisés en pâte et papier le plus souvent. Donc, continuons là-dedans. Environ, là, on va... pas environ, mais on va décrire rapidement le peuplement. La hauteur dominante était environ? C'est 12 mètres ici. 12 mètres. Le nombre de tiges à l'hectare? 2500. 2500. Et la surface terrière? 27 de surface. Donc, c'est quand même assez élevé aussi. On voit que le peuplement est serré. Et donc, c'est ça, on va commencer à passer dans nos questions, les 5 questions que je reprends exactement comme dans les notes de cours que j'ai sur mon téléphone. Premièrement, est-ce qu'on a le plein boisement? Absolument pas. En fait, il y a une absence de régénération au sol. Là. On voit, il n'y a rien au sol. Pourquoi il n'y a rien au sol? Ben, il n'y a rien parce que c'est beaucoup trop dense, justement. Là. Il n'y a pas assez de lumière qui se rend au sol. Oui, exactement. Il n'y a pas du tout de lumière qui se rend. Puis, je ne sais pas si on voit bien dans la caméra, mais derrière nous, c'est du bois mort, en fait. C'est pas de la régénération qu'on a ici. Donc, c'est ça, c'est assez intéressant. Veux-tu nous décrire, avant qu'on passe à la question suivante, pourquoi on a autant de bois qui est par terre comme ça? Est-ce qu'il y a eu un gros chablis ici ou c'est pour une autre raison? En fait, on en a parlé un petit peu avec les stades d'évolution des forêts, mais ici, on serait vraiment au stade d'exclusion, où on a un peuplement écouillant. Hein, il a repoussé après une perturbation. Les arbres ont pas mal tous le même diamètre, alors ça leur repoussait en même temps ensemble pour la course vers la lumière. Et là, justement, on voit les cimes sont toutes petites. Vous voyez, il n'y a pas tous les troncs, il n'y a aucune branche. Hein, ça a toutes les branches, à cause de la compétition, dans le fond, c'est les arbres que les branches ils laissent ces branches-là mourir, puis ils poussent en hauteur, puis essaient de créer leur cime pour aller chercher du soleil, parce que justement, dans le peuplement, il n'y a tout simplement plus de lumière.
Et ce que ça fait finalement la compétition entre les différentes tiges au stade d'exclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres qui meurent. Alors on voit qu'il y a plein Ce sont ces arbres-là qui ont perdu la course. Hein? C'est ça, c'est les grands perdants qui sont ici. On en voit plein en arrière. C'est tous ceux finalement qui n'ont pas réussi à aller chercher assez de ressources, qui sont fait supprimer par les autres et qui en sont morts d'une mort finalement qui est très naturelle. C'est une compétition très très naturelle dans la forêt. Et c'est ça, alors on est vraiment là vers la fin de ce stade-là. On voit qu'il y a une première vague importante de mortalité qui s'est installée dans le peuplement. OK, et donc je vais juste te reprendre parce qu'effectivement, il y a des branches sur les troncs, c'est juste qu'il n'y a pas de feuillage. Donc, il n'y a pas assez de lumière pour que la végétation, finalement, que ce soit sur les branches ou au sol en régénération, puisse se développer. Même les espèces les plus tolérantes n'arrivent pas à s'installer. Donc, il n'y a pas assez de lumière. Et donc là, ça m'amène à notre deuxième question. Est-ce que tu considères que tes arbres d'avenir sont libres de croître? Ben non, évidemment. Évidemment, parce qu'ils sont sous compétition. Troisième question, est-ce que tes arbres t'amènent vers ton objectif de production? On a choisi un peu l'objectif de production en fonction de ce qu'on avait. Oui, alors oui, je dirais que oui. Ces arbres-là, une fois dégagés, vont nous amener vers un objectif de production. Peut-être une chose intéressante à mentionner ici, c'est qu'il y a peut-être un élément qui nous éloigne de notre objectif de production, c'est que tu as dit que tu voulais produire du sciage. Penses-tu qu'on fait des grosses planches avec un arbre comme ça? Évidemment, non. Non. Donc, il manque peut-être un peu de diamètre là, donc, ça va être un élément de notre diagnostic. Les arbres sont petits en diamètre et ça va faire en sorte qu'il y a moins de sciage. C'est sûr que c'est un objectif qui est plus à moyen long terme qu'à court terme. Quatrième question, est-ce que la densité du peuplement est adéquate? Là encore, ça vire autour de la même question, mais qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben non, justement, le peuplement est beaucoup trop dense. Et finalement, est-ce qu'il y a urgence de récolte? On voit, là c'est intéressant cette question-là ici, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de mortalité naturelle qui survient. Est-ce que ça veut dire que le peuplement est en perdition puis qu'on devrait rapidement venir faire une coupe totale ici pour le récolter parce que sinon on va perdre notre peuplement? Non, absolument pas. En fait, c'est une bonne question, l'urgence de récolte ici, parce que en fait, d'un point de vue civicole, ça dépend beaucoup de ton point de vue. D'un point de vue, c'est ça, d'un civiculteur qui ne veut pas perdre de bois, ou on pourrait justement dire qu'un arbre qui meurt en forêt, c'est un arbre qu'on n'a pas pu utiliser, qu'on n'a pas pu valoriser. Bien oui, il y aurait une urgence. Parce que dans le fond, ce qui va arriver ici, c'est que cette espèce de stade-là d'arbre qui est mourant, qui meurt, qui perd la course finalement, il va continuer. Alors, il y a de la mortalité encore, une mortalité assez sévère là, qui va s'installer encore pour les prochaines années. Bon, est-ce que le peuplement, évidemment, c'est ça. C'est pas que le peuplement est en train de mourir au complet. Au contraire, c'est juste qu'il y a des arbres qui sont en train de vraiment de gagner la course, finalement, qui sont en train de devenir dominants, qui sont en train de vraiment là, dominer les autres, qui, eux, sont supprimés et qui éventuellement meurent. Alors, pour valoriser ce peuplement-là, je dirais que oui, il y a une urgence de récolte. C'est le temps là d'ouvrir. C'est le temps d'ouvrir justement pour, en fait, l'idée c'est de se rapprocher le plus possible de la dynamique naturelle qui, au lieu de laisser ces arbres-là mourir, on va venir les chercher, on va faire quelque chose avec ces arbres-là, puis on va les valoriser, au lieu de tout simplement les laisser mourir et les laisser pourrir à terre. Donc, c'est ça, là, tu rentres un peu dans l'élément de prescription, mais au niveau du diagnostic, donc, on voit bien que la mortalité est sur les arbres qui ont servi finalement à éduquer les plus gros, à les forcer à pousser en hauteur. Et puis là, ben, on n'a pas vraiment d'urgence à venir intervenir dans ce peuplement-là. Donc, si on avait à résumer, qu'on se disait, finalement, dans mon diagnostic, je veux savoir, c'est quoi le problème ici? Qu'est-ce que tu nous dirais? Ici, c'est que le peuplement est trop dense. Trop dense, donc c'est très simple. L'idée, c'est que les arbres manquent de lumière pour se développer. Donc, collectivement, ils équipent bien le site, mais le fait qu'il y a tellement de compétition, bien, ça restreint leur croissance en diamètre. Et ça va faire en sorte que c'est ça, si on laisse ça aller comme ça, il va y avoir une certaine sélection qui va se faire, qui est déjà en train de se faire. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais évidemment, on va pouvoir, avec une intervention qu'on va prescrire, qui, elle, va être dans le laboratoire 3, dans cette prescription-là, on va pouvoir prescrire une intervention qui va venir accélérer un peu la dynamique de ce peuplement-là pour arriver plus rapidement à nos fins. Ça résume bien la situation. Vous êtes rendu quand même avec des connaissances
peut-être pas d'expert pour être capable de bien réussir un diagnostic, mais vous connaissez la démarche. Puis c'est ça qu'on va vous demander d'appliquer avec 2 exemples dans votre laboratoire. Puis pour nous, bien, la démarche, c'est ça qui est vraiment important. C'est cette méthode-là que vous devez appliquer parce qu'on se rappelle, la prescription sylvicole, la démarche sylvicole, donc la démarche qui part du diagnostic qui va vers la prescription, c'est un des actes réservés aux ingénieurs forestiers. Et puis donc, pour être capable de bien l'appliquer, bien, il faut être capable de suivre une bonne méthodologie, puis il faut être capable de défendre cette démarche-là qu'on a appliquée. Exactement, puis il faut se faire confiance, il faut se lancer. Et nous, comme le dit Alexis, ce qui nous intéresse, c'est une démarche de réflexion. On veut savoir est-ce que vous êtes capable d'intégrer plusieurs choses. Est-ce que vous êtes capable de prendre des mesures, ça c'est sûr, puis même qu'on vous les fournit, là, les données pour le laboratoire. Alors l'idée, c'est est-ce que vous êtes capable avec ces données-là de créer, de produire les graphiques qu'on vous demande de produire avec la fiche là, synthèse. Et après, une fois que ces graphiques-là sont produits, mais est-ce que vous êtes capable de finalement faire une démarche, une réflexion en fonction de vos résultats qui vous amène finalement à voir l'état de la forêt et est-ce qu'il y a des points forts, est-ce qu'il y a des points faibles. Alors c'est vraiment ça, c'est toute la réflexion d'utiliser tous les concepts qu'on vous montre sur la qualité, sur la vigueur, sur la densité, sur le stade d'évolution, toutes ces choses-là, sur des espèces qui pourraient être envahissantes, sur la qualité du site, toutes ces choses-là ensemble qui font en sorte que tu peux faire une bonne réflexion puis bien comprendre où en est ta forêt. Ce qui va par la suite te permettre de faire une vraie prescription où là, tu vas vraiment faire une intervention ou décider de ne pas en faire. Mais bref, pour commencer, on commence avec une réflexion sur l'état du peuplement. Alors, c'est vraiment ça, là. Faites-vous confiance. Puis, c'est ça, c'est pas une question de par cœur, rien. Allez chercher l'information. On vous demande d'utiliser au moins trois articles là, scientifiques pour justement justifier qu'est-ce que vous avez, l'état du peuplement. Alors, c'est ça, allez chercher cette information-là, puis montrez-nous que vous êtes capable, ensemble, en équipe, de réfléchir, puis de bien comprendre les concepts qu'on vous a présentés. Donc, je pense que je résumerai en disant que ça dépend seulement de 3 choses, finalement. Ça dépend de bonnes mesures. On doit avoir des mesures précises de l'état de notre peuplement. Ça dépend de l'application d'une bonne démarche, celle qu'on est en train de vous montrer. Puis finalement, la 3e chose, c'est très très simple, c'est juste des principes logiques. On a des connaissances sur l'écologie des espèces, sur l'état actuel de notre peuplement. On met les deux ensemble par des liens logiques, puis c'est ça qui nous amène vers le diagnostic ou l'identification, entre guillemets, du problème qu'on a dans notre peuplement. Je pense que ça complète notre capsule. Oui, exactement. Alors, amusez-vous, sérieux. En général, c'est un exercice plaisant. Alors, faites-vous plaisir et amusez-vous et arrivez-nous avec une belle démarche. Gâtez-vous. Ouais, allez-y.